Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de la RDLC. Ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était pas revu, j'ai l'impression. Euh, Autour de la table, qui je vois? Nos chroniqueurs habituels. Bonne À année. ma droite, Enzo, Mathéo. À ma gauche, Louise et Paul Servet qui nous dit bonne année. Bonne année à toi aussi, Paul. Bonne Qu'est-ce que année. tu nous souhaites? T'as des petites résolutions que tu veux tenir? Continuer à faire notre émission. C'est Ça beau. me paraît bien, ouais, assez régulièrement. On va essayer en tout cas. Qui commence? Qui veut se lancer aujourd'hui? Enzo, Allez, Enzo a l'air de vouloir Dernier nous. arrivé, Ouais. premier servi, j'ai envie de dire. Tu veux De quoi tu vas nous parler en tout cas? Eh bien, ça fait plusieurs semaines que j'essaye Ouais. de parler de l'Amazonie parce que ça fait un petit moment qu'on galère un peu, mais bon, Oui, je crois que tu ça nous va en aller. avais parlé, je crois. Oui, oui, c'est Ouais. bon, bah, Je crois me on va dire rappeler, ouais. c'est pas inédit, mais allez. Du coup, bah, je voulais dire bonjour à tous, bonjour l'équipe, hein, bonjour les auditeurs. Ça fait du bien de revenir, je suis content, hein. Franchement, la radio, moi, ça faisait un vide dans ma vie sans ça, hein. Ouais. Alors aujourd'hui, je reviens, j'ai pas fait de vote parce que j'y ai pas pensé, enfin, j'y avais pas pensé au moment où j'ai écrit la chronique, on va dire. C'est surcoté les votes, ouais. C'est surcoté, oui, franchement, hein. Ça a un avantage quand même de pas faire de vote, effectivement. C'est que je vais pouvoir parler d'un Ouais. sujet Tu fais ce que tu veux. Comme ça. c'est ce que je vais dire, c'est tu me Ah, laisses pardon. dire ma chronique, Samuel. J'arrête de te couper. Ah, quelle radio de main. Non, du coup, je disais que ça avait un avantage, c'est que je vais pouvoir justement parler d'un sujet qui, quand je le propose en vote, ne passe jamais, l'écologie. Parce que, bah oui, mes petits consuméros climato-sceptiques, la démocratie, ce sera pour la prochaine fois. Mais en attendant, un peu d'écofascisme, ça ne fera pas de mal. C'est de l'humour, je précise, on est d'accord, hein. Bon, vous l'avez compris. Cependant, aujourd'hui, je ne vais pas parler d'une nouvelle tragique sur la destinée des ours polaires. Non, vous voyez, en ce moment, j'ai envie de me faire des ennemis de tous les côtés. C'est pour cela que tout au cours de cette année, enfin de ce qui reste, je vais m'atteler à démystifier certaines idées reçues et ou fake news que l'on peut entendre sur, mais également au sein des différents mouvements écologiques. Bah oui, désolé, mais quelle que soit la cause qu'on défend, il y a toujours des gens qui disent des conneries auxquelles on voudrait dire « Mais tais-toi, Jean-Eudes, tu desserres la cause !» Pour aujourd'hui, on va commencer doucement. Je vais prendre un sujet pas trop polémique. On fera ça plus tard. On va parler de l'Amazonie. Ah, l'Amazonie. Cette forêt vierge, poumon de notre planète, ravagée par la déforestation causée par l'industrie papetière. Par où commencer? Tout d'abord, l'expression poumon de la Terre. Cette expression est généralement associée à un chiffre. 20% de l'oxygène que nous respirons serait produit par la végétation amazonienne. C'est souvent utilisé comme slogan pour la défense de l'Amazonie. Problème, selon de nombreux chercheurs, la forêt, de par la respiration et la décomposition des végétaux, absorbe la plus grande partie de l'oxygène qu'elle émet. En réalité, les plus grands émetteurs de dioxygène de la planète, c'est l'océan. Seulement, il est plus facile d'attirer l'attention du grand public avec un discours à base de grands arbres multicentenaires qu'avec des algues microscopiques au nom imprononçable. Alors quoi, l'Amazonie ne sert à rien? Non, rassurez-vous. Ou pas du coup, vu qu'elle se fait déforester, mais c'est pas inutile. Déjà, d'une part, ce n'est pas une forêt vierge. On l'oublie souvent, mais ça fait des millénaires qu'il y a des peuples qui l'habitent. Et ce serait simple, pas plutôt que de jouer les misanthropes subversifs, de prendre un peu ces gens-là en compte. Parce qu'en plus, généralement, dans les pays où ils sont, c'est pas trop le cas. Deuxièmement, cette forêt est immense, et elle abrite, je pense que ce n'est pas le scoop du siècle, une immense biodiversité. Et la destruction de cette forêt pourrait entraîner l'extinction de plusieurs milliers d'espèces, sans parler du fait que certaines d'entre elles pourraient être utiles à nos sociétés. Et enfin, s'il est vrai que l'Amazonie n'émet pas tant d'eau que ça, elle absorbe en revanche des quantités phénoménales de dioxyde de carbone, qui, lorsque les organismes meurent ou pire brûlent, sont pardon, je me suis emmêlé. Je suis arrivé dans la précipitation, Enzo, pardon. tu as tout ton temps aujourd'hui. Déjà, ouais, peut-être l'heure, ouais, on s'en fiche un peu de l'heure. Samuel, toi et moi dans la cour après. Non, mais je disais donc que quand les organismes qui stockent ce CO2 brûlent, c'est des kilotonnes de CO2, je n'exagère pas, qui sont relâchés dans l'atmosphère et qui vont alimenter ce réchauffement climatique que l'on aime tant. On pourrait aussi citer l'importance qu'a l'Amazonie sur les climats locaux et car elle maintient l'humidité. Bref, la liste n'est pas exhaustive. Mais du coup, certains diront que je pinaille, car après tout, la conclusion reste bien, il faut à tout prix protéger l'Amazonie. Et oui, je suis d'accord. Vous savez avec quoi je ne suis pas d'accord par contre? Avec tous les gens qui nous ont sorti un jour. Non mais t'as vu le papier que tu consommes? Pense à l'Amazonie. Car oui, chers auditeurs, même si le gaspillage n'est jamais une bonne chose, ce n'est
ce n'est pas ça qui finance la déforestation. Non, le sponsor officiel de la déforestation de l'Amazonie, c'est... Alors en fait, j'ai dit que c'était pas polémique, ça va en fait un peu l'être, j'ai menti. Enzo 2022, je vous le promets. C'est la surconsommation de viande. En effet, le Brésil est un immense exportateur de viande. Cette viande bovine, cette agriculture intensive a de nombreuses conséquences sur l'environnement, dont celle de prendre énormément d'espace, que ce soit pour le stockage du bétail ou pour la culture tout aussi intensive du soja afin de nourrir ce bétail. Donc oui, indirectement, on consomme plus de soja en mangeant un steak qu'en mangeant directement du tofu. Le papier, lui, n'y est presque pour rien, celui-ci étant l'un des matériaux les mieux recyclés en France et venant principalement de bois coupé dans le cadre de l'entretien de forêts françaises ou européennes, ce qu'on appelle les coupes d'éclaircissement. Alors que peut-on faire ? Eh bien, il faut faire gaffe à la viande qu'on consomme. Si vous voulez être végétarien ou vegan, allez-y, mais pour les autres, ne vous en faites pas, ce n'est pas une obligation. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas manger de la viande bovine tous les jours, à chaque repas. Comme je l'ai dit, en plus, l'élevage intensif a d'autres conséquences sur l'environnement. Et j'insiste bien là-dessus, si possible, parce que je sais que c'est pas facile pour tout le monde, il y a les questions financières, il y a aussi la question de l'accessibilité du local, essayons de privilégier une vente d'origine la plus locale possible. Sinon, et ça j'y reviendrai plus en détail une autre fois, il faut surtout que les États mettent en place des lois de protection et de régulation, que ce soit les États qui ont la forêt sur le territoire, rappelle la France avec la Guyane à un petit bout d'Amazonie, ou les États qui importent les produits issus de cette exploitation. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions, le militantisme et ou le vote. Voilà, c'était donc la première chronique cliché contre et par les écolos. Je continuerai à faire des chroniques sciences et culture en parallèle. Enfin, ça c'était ce qui était prévu à la base parce que là, bon, je sais pas trop. Peut-être une fois sur deux parce qu'on n'a toujours pas réussi à s'organiser avec tout ce temps. Mais sachez que les prochaines fois que je ferai des chroniques de ce genre-là, j'aborderai peut-être des sujets un peu plus polémiques. J'espère que ça va bien se passer. En attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine sur RDLC. À la prochaine, Enzo. Moi, en tout cas, ce que je retiens, c'est le message moins de viande, plus de papier. En parlant de papier, là, il y en a des petits tas partout un peu. Louise, t'as un carnet bien rempli. Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Non, en réalité, il est quasiment vide. Il n'y a que 3 pages qui sont écrites, mais c'est pas grave, c'est un carnet un quand écran même. de fumée. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous cette semaine? Eh bien, Bien. je peux te dire que ça va très bien. Ah ouais, Louise. la motivation là. Ouais, oh au là là. maximum aujourd'hui. Donc la dernière fois, on a fait une rétrospective sur Aretha Franklin, mais cette fois-ci, j'ai pris ma super machine à voyager dans le temps pour aller voir un événement qui m'a toujours fait rêver, le Live Aid. C'est un concert Ok. qui s'est produit dans 2 villes, Londres et Philadelphie, simultanément à des fins caritatives. Cependant, pour remonter le temps, il faut une date. Date que j'aimerais que vous trouviez, chers chroniqueurs. Alors, pour cela, On joue au plus ou moins? on va faire un jeu. Chacun votre tour, vous allez me dire une date et à la fin on verra qui est le plus proche. On va commencer par Mathéo parce que je suis sûre que Paul il a la réponse. Le 9 janvier 1982. À toi Enzo. J'allais dire 82 aussi, je sais pas pourquoi. Moi, j'en ai absolument aucune idée. Donc, Bah, pour faire un peu différent des autres, je vais dire 83. Le 13 juillet 85. Je suis sûre il a lu sur ma fiche. Paul, t'as triché ou pas? Non. Et qu'est-ce qu'il a gagné, Paul, alors? Ah rien, il a juste gagné le... L'honneur. L'honneur Par limité. contre t'as vraiment trouvé la date tout pile, ça c'est bien, t'as bien révisé tes cours. Donc le 85, oui maintenant trouver la ville. J'ai La dit que- ville. Oui, parce que ça s'est passé à Londres et à Philadelphie simultanément. Je t'interdis de répondre Paul car je sais que tu as la réponse. Bah du coup, Ok. alors, bah de toute façon vous avez une chance sur 2. Hein. Philadelphie. Enzo, qu'est-ce que tu nous dirais? Londres. Moi, je partirais sur Philadelphie aussi. Mais... Et bah c'était Londres. Ah. À Wembley. Donc maintenant que nous avons réuni toutes les conditions, voyageons. Nous sommes donc dans ce stade à Londres le 13 juillet 85, comme l'a brillamment trouvé Paul, et nous sommes pile à l'heure pour le fabuleux et majestueux groupe Queen. Avant que le concert débute, laissez-moi vous présenter celui-ci. Queen, c'est l'association de 4 membres, John Deacon, le bassiste, qui ne rejoindra le groupe un an après le début de ce dernier en 70, Roger Taylor, le batteur, le guitariste Brian May et bien évidemment le chanteur et pianiste, vous avez le nom? Je suis désolé, je maîtrise Freddie pas du Mercury. tout. Oui. À présent, vous savez qui est Queen et ça tombe bien car c'est le début du concert. Le groupe entre sur la scène, prennent leurs instruments respectifs. Alors moi je connais la Queen Elizabeth, mais le groupe Queen.
Bah t'avais le nom déjà. Bah oui, mais je t'ai expliqué qui était Queen. Tout le monde connaît Freddie Mercury, personne connaît Queen, c'est grave. C'est très triste. Exactement. Cependant, une seule personne commence à jouer, et c'est Freddie. Malgré ça, tout le monde comprend ce qu'il se passe avec les simples notes. Vous avez vu le budget? Et vous les avez, vous, reconnus. Quelle est cette chanson? Je sais pas si on l'aura Tu as le remarqué, droit de mais répondre, Je suis Tom. assez nul en termes de musique. Des incultes à l'heure, mais des incultes quand même. Bohemian Rhapsody. Merci Enzo. Ah. Il y en a un pour sauver la mise Enzo, ici. Enzo, il est là aujourd'hui. C'est Bohemian Rhapsody, un morceau très célèbre de 6 minutes réduit pour le show car ils n'ont qu'une vingtaine de minutes. Les fans chantent fort et à la fin de cette première chanson, c'est déjà la standing ovation. Et il reste encore 3 morceaux. Par contre, Bohemian Rhapsody finit calmement, alors il faut remotiver les troupes soldats. S'ensuit alors Radio Gaga où le public tape des mains en rythme, au refrain, comme si tous n'étaient en fait qu'une seule et même personne. Là, on voit la force du public et de Queen. Et comme si cela ne suffisait pas et qu'on n'était pas encore assez dans le concert, toute la musique s'arrête et Freddie lance son fameux le budget, encore une fois, qui sait tout de suite faire réagir le public. On assiste alors à une succession de EO à différents rythmes et tonalités, ce qui nous rend tout de suite plus enthousiastes que l'on était déjà. Encore une fois, comme ce n'est jamais trop, le groupe enchaîne directement avec Hammer to Fall, qui a une musicalité très rock. Voilà de quoi enflammer les dons. De plus, Brian May finit en beauté en laissant sa guitare terminer le morceau. Vous connaissiez ou pas Hammer to Fall? Enzo, tu peux peut-être m'aider là-dessus, s'il te plaît. Apparemment non, mais voilà. Bon, c'est pas grave, je suis triste. Je vous invite donc à aller écouter Queen après, ou au moins le live aid. Enfin, notre groupe finit en beauté avec We Are the Champions, My Friend, qu'habituellement vous connaissez tous. Parce que c'est la chanson de la Ah bah oui, Évidemment, 98. évidemment, Louis. C'est pas grave, Paul, là au moins il a un peu de référence. Et Enzo? Bah oui, Oui. évidemment. Mais oui, enfin. Cette chanson, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase d'émotions. En effet, tout le monde se laisse aller. Certains sont en train de pleurer et en s'égosillant. Mon voisin crie avec un visage de bonheur, tandis qu'un autre ne veut plus rien dire, sous l'émotion. Et là, c'est la fin du concert. Je suis forcée de rentrer dans mon époque. Et oui, bien évidemment, il faut rentrer au bout d'un moment. Je suis encore bourrée d'émotions et je suis aussi très heureuse d'avoir pu vivre cet événement. Et surtout, depuis combien de temps Freddie Mercury est mort? Le saviez-vous? Ah, ça, c'est un petit crois quiz qu'il est mort. aujourd'hui. Est-ce que Paul a la réponse? Je crois Paul? qu'il est mort en 1991. Oui, mais du coup, ça fait combien d'années? Je t'avoue que j'ai pas la date. Ah Ça ben, fait 30 ans. Oui. ok. Donc c'est pour ça aussi que ça a accentué le fait que j'avais envie de parler. C'est Merci un de petit m'avoir... hommage à Freddie Mercury. Voilà, c'est ça. Merci tout de cas, m'avoir ouais. écouté. Merci Louise, tu nous donneras ton secret quand même pour parvenir à faire venir tout le groupe Queen sur le plateau de la radio, T'as vu? dans le cousin, En fait, ce que tu sais pas, c'est que je suis magicienne depuis waouh. le début. mort depuis 30 ans. Et l'arrivée de Freddie Mercury, en fait, il était pas mort. Il nous reste 2 chroniques aujourd'hui. Celle de Mathéo, celle de Paul. Qui veut commencer? Venez, on fait un J'avoue que j'ai Shifumi. pas du tout envie de choisir. Bon, apparemment, je suis désigné par Paul. Enzo a décidé de défendre l'Amazonie. Et bien moi, je défends l'éducation nationale, mais aussi les soignants. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ici sur le plateau de la RDLC pour faire un point sur l'intervention de Monsieur le Premier ministre Jean Castex, connu de tous, lors du JT de 20h sur France 2, mais aussi celle de Monsieur Blanquer sur BFM TV qui a eu lieu hier matin. Alors, personnel de l'éducation nationale, syndicats et parents, je vous rassure, Monsieur le Premier ministre a bien entendu les inquiétudes de tous. Alors, c'est très bien, hein, cela prouve que Jeannot, tu n'as pas besoin d'aller chez Audica, tes oreilles vont bien et j'en suis très content quand même. C'est une très bonne nouvelle et moi, personnellement, ça m'a empêché de dormir, sachant que Jean Castex entend très bien. Après avoir moussé les personnels de l'éducation nationale, mais aussi les professionnels présents pour cette éducation nationale, en disant qu'ils avaient fait un travail formidable pendant la crise depuis bientôt 2 ans, eh bien, moi aussi, j'ai envie de les féliciter.
Eh bien pourquoi ? Tout simplement parce que 2017, selon des syndicats, 7490 postes ont été supprimés dans le second degré, soit l'équivalent de combien de collèges ? 166 collèges supprimés en France depuis 2017. Comme l'a souligné Madame Lapix en fin de journal, c'est un troisième protocole dans une semaine. Bizarrement, M. Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, ou plutôt de la rigolade et de l'exaspération, ne s'est jamais adressé directement aux concernés, soit les établissements scolaires et leurs professionnels. Il a fallu qu'il passe par toutes les formes de médias, radio, télé et journaux papier. Si tu nous écoutes, Jean-Michel, t'es le bienvenu sur la RDLC. Mais jamais un établissement n'a reçu un protocole clair avec un délai assez large pour s'adapter. Car bien évidemment, Monsieur le ministre s'est adressé aux établissements scolaires par la presse un dimanche soir, veille de rentrée. Comment peut-on appliquer de tels protocoles en une nuit ? Les proviseurs sont des humains et non des robots et doivent dormir la nuit. Jean-Michel, je suis désolé, mais nous, notre pauvre monsieur Solana, il va pas travailler 24 heures sur 24. Ce n'est pas une machine. Alors oui, on peut être fier d'être le premier pays au monde à avoir gardé les écoles le plus longtemps ouvertes pendant la crise sanitaire. Mais nous avons bien compris aussi votre objectif était de laisser les écoles ouvertes malgré les quelques 10 553 classes fermées, soit 2% des classes. Si j'ai bien compris votre stratégie est de tester, comme le dit M. Castex dans le journal, on teste. Mais quand même, j'ai appris que Jean était un petit coquin. Il a essayé de s'arranger un des sujets à sa sauce évoqués par un syndicat, mais heureusement, Madame Lapix est là pour dire « Hop, monsieur le ministre, attention à ce que vous dites ». Juste une petite parenthèse pour toi, Jean-Michel. C'est bien gentil de faire faire porter le fardeau, aux collectivités locales, mais c'est toi, Jean-Michel, qui dois faire tout ton possible pour que les purificateurs d'air, par exemple, soient présents partout sur le territoire. Vous devez vous adapter, monsieur le ministre, vous dites, c'est pour ça que les protocoles arrivent à la dernière minute. Mais l'anticipation, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous connaissez ce terme ? Ensuite, ce n'est pas au personnel et aux parents d'aller sur un site internet pour obtenir leurs réponses, mais à toi directement de diffuser des informations et des protocoles clairs. Quelques derniers points pour toi, Jean-Michel, et après, promis, je te laisse tranquille dans ton ministère. Tu dis, lors de ton intervention sur BFM TV, une journée où on va perturber davantage le système en évoquant le jeudi 13 janvier. Comme si c'était la faute aux professionnels de l'éducation nationale si le système était perturbé depuis bientôt 5 ans que tu es là. Puis, je peux dire que l'essentiel, c'est que tu sais qu'il y a des problèmes. Ok, ça c'est bien, mais pourquoi ne pas les régler ? Eh bien, dis donc, tu es une sacrée pince au niveau des moyens financiers et matériels, hein ? Pour finir, Jean-Michel, tu dis on ne fait pas grève contre un virus. Alors, je viens d'apprendre qu'il y aurait bientôt 5 ans que la blanquérite, virus endommageant le système éducatif, était lâché par le Premier ministre Édouard Philippe. Vite, un vaccin et des grèves, car nous pouvons faire grève contre ce virus. Oui, ici, au lycée du Couserans, nous faisons grève jeudi 13 janvier, lycéens et professionnels, pour combattre cette épidémie de blanquérite. Il est vraiment tenace ce virus. Dernier point sur l'intervention de M. Castex, vous dites « Je veux protéger l'hôpital ». Mais quelle ironie, des milliers de lits ferment en pleine pandémie. Les urgences du chaque centre hospitalier Ariège-Couserans ont dû fermer pour obtenir enfin du renfort de l'ARS. Mais quelle belle France! En tout cas, j'espère que les Français ont reçu leur première, deuxième dose, ainsi que le rappel contre la Macronie et qu'une immunité collective est atteinte depuis 5 ans. Sur ce, je vous remercie et à très vite. Dans les petits jeux qu'on fait sur l'âge, est-ce que quelqu'un sait la date de naissance de Jean-Michel Blanquer ? Parce que j'ai beau fouiller tous les livres d'histoire, je la trouve pas, hein, moi. Donc, quelqu'un a une idée ? J'avoue, Enzo, que niveau quiz, aujourd'hui, je suis pas au top, donc je ne peux pas te répondre. Pour le coup, moi, niveau quiz, je suis Julien Lepers. Ouais, t'as vu, je suis Julien Lepers. C'est Louise Lepers. Je pose les questions, mais j'ai pas toujours les réponses.
En tout cas, faute de purificateur d'air, je pense qu'on va se contenter des 10 cm d'ouverture de fenêtre qui permettent une aération optimale en plein hiver. Et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, c'est génial. On n'a pas trop froid. Non, Paul, tu es avec nous Oui, oui. et tu m'as dit que tu allais nous parler du Kazakhstan. Oui, c'est ça. Pour cette première crise géopolitique de l'année, cette première chronique de l'année, je vais vous parler de la crise qui actuellement sévit au Kazakhstan. Afin de recontextualiser un peu, je vous précise que le Kazakhstan, c'est un pays situé en Asie centrale, à proximité immédiate de la Russie. C'est d'ailleurs une ancienne république constitutive de l'URSS dont elle faisait partie intégrante jusqu'à la chute de celle-ci en 1991. C'est d'ailleurs dans ce pays que se trouve encore la base ancestrale de Baïkonour, d'où partirent les premières missions d'exploration spatiale soviétique dans les années 1960. C'est un pays qui compte 19 millions d'habitants et il a la particularité d'être riche en gisements d'hydrocarbures, ce qui n'est pas sans attiser la convoitise de son voisin russe. Mais venons-en aux faits. La contestation a débuté dimanche 2 janvier 2022 en réponse à une augmentation des prix du gaz. Des émeutes sont ainsi formées dans les rues et ensuite propagées à différentes villes du pays avant de gagner la capitale économique, Amalti. Une répression a été ensuite menée de main de fer par l'exécutif dirigé par le président Tokayev qui est au pouvoir d'une main de fer depuis l'indépendance. Par une main de fer, entendez c'est-à-dire pas très démocratique. Les forces de l'ordre ont ainsi été missionnées pour tirer à balles réelles afin d'éviter toute rébellion. Dans le même temps, Almaty, donc la capitale économique, était entièrement bouclée. Avec des routes fermées, réseau de télécommunications internet coupé. On dénombre ainsi 6000 arrestations durant toute la semaine dernière et 164 morts des suites des manifestations. Mais c'est sans compter sur l'intervention de soldats russes à l'appel du président Tokayev dans le cadre de ce qui est appelé l'organisation du traité de sécurité collective qui permet à l'armée russe de venir en aide à certains pays. J'ai bien l'impression qu'entre pays très démocratiques, on s'entend bien par là. C'est cela, et la communauté internationale est d'ailleurs vent debout contre cette intervention russe, les Américains estimant que le Kazakhstan aura du mal à se séparer des soldats russes. Mais il faut là encore le replacer dans un contexte de crise autour d'un autre voisin de la Russie qui s'appelle l'Ukraine. Alors c'est un pays voisin de la Russie que cette dernière tente depuis quelques années de féoder, c'est-à-dire ni plus ni moins d'annexer. C'est d'ailleurs à ce propos que s'est ouverte dimanche dernier une discussion à Genève, en Suisse, entre les représentants russes et américains. Les Américains qui sont donc vent debout contre le projet d'annexion du Kremlin. En témoignent d'ailleurs les différents combats qui font rage actuellement à la frontière russo-ukrainienne autour de la zone de Avdiïvka. Donc vous l'aurez compris, Vous l'aurez compris, c'est une fois encore l'ombre de la volonté expansionniste de Vladimir Poutine qui plane au-dessus de ces conflits, alors qu'il est déjà engagé sur le front ukrainien. Il avance un pion supplémentaire en commettant une ingérence au Kazakhstan. Une initiative russe qui reste assez cohérente avec leur volonté de ne pas évoquer le Kazakhstan lors de cette réunion qui s'est tenue dimanche avec les Américains, car comme le dit si bien Sergei Ryabkov, qui est le vice-premier ministre, cette question du Kazakhstan ne les regarde pas. Évidemment. Ainsi, le mot de la fin de cette chronique en 2022 sera encore et toujours le même, dans ce monde toujours rempli de tensions. Affaire à suivre. Merci Paul, on sent le fil conducteur entre tes articles. Alors, moi je savais que le petit Vladimir était un peu accro à la vodka, mais par contre le pétrole, c'est pas trop bon pour la santé. Pourquoi en vouloir de l'hydrocarbure? Moi je comprends pas. Bon, après je comprends Vladimir, la vodka c'est quand même très bon. Et je pense qu'on va se quitter sur ce petit mot qui sera le mot de la fin. Je pense qu'on va tous vous souhaiter une bonne année. Une bonne semaine, une bonne année 2022. Et à très bientôt. Et on se dit à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Ciao. Au revoir.